Bienvenue à tous ceux qui participent à ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons étudier le sujet numéro 32, intitulé Le changement radical. Le but de cette conférence est de comprendre comment réaliser une véritable transformation radicale en nous-mêmes. Cette transformation n'est pas superficielle, elle est progressive mais durable, car elle atteint les racines mêmes de notre être. Souvent, nous essayons d'améliorer notre vie en changeant les circonstances extérieures. Pourtant, encore et encore, nous voyons que cela ne fonctionne pas vraiment, et nous restons incertains sur la manière de changer profondément. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qui rend le véritable changement possible, et quel outil nous aidera à l'accomplir. Quand nous parlons de changement radical, nous faisons référence à quelque chose de très différent des ajustements superficiels que nous essayons, ou même réussissons, à faire. Le changement radical signifie trouver la cause même de ce que nous voulons changer, et l'éliminer à sa racine, afin que la transformation soit réelle et durable. Beaucoup de fois, nous pensons qu'en abandonnant une habitude ou un vice, ou en nous promettant de ne plus répéter une erreur après en avoir subi les conséquences, nous avons changé. Mais ce n'est pas vrai. Si nous n'apprenons pas à découvrir et à éliminer la cause sous-jacente de l'erreur, en examinant chaque détail, en comprenant chaque aspect et en les éliminant, nous ne faisons que réprimer cette tendance négative en nous. Et la répression est comme une bombe à retardement, tôt ou tard, elle explosera de nouveau, et lorsqu'elle le fera, elle reviendra souvent avec une force encore plus grande. Commençons par réfléchir à cette phrase, qui pointe directement vers la principale raison pour laquelle le vrai changement semble si difficile. Tant qu'un homme continue avec l'erreur de se croire unique, individuel, il est évident que le changement radical sera plus qu'impossible. Regardons cela de plus près. Parce que nous sommes tellement identifiés à notre corps physique et à la personnalité que nous avons construite dans cette existence, nous tombons dans l'illusion de croire que nous sommes un individu fixe. Nous pensons avoir une manière d'être définie. Je suis une bonne personne. Je suis honnête. Je suis timide. Je suis extraverti. En disant « je suis comme ça », nous fermons la porte à la véritable transformation. Cette croyance devient notre premier obstacle, car elle nous empêche de reconnaître notre véritable condition, quand nous ne sommes pas un, mais plusieurs. À l'intérieur de nous existe une multiplicité de moi. Chacun pense, sent et agit à sa manière propre. Quand nous sommes heureux, nous ne pensons pas, ne sentons pas et n'agissons pas de la même façon que lorsque nous sommes tristes, en colère ou effrayés. Quand nous sommes amoureux, nous ne nous comportons pas comme lorsque nous ressentons de la haine ou de la jalousie. Quand nous sommes avec des personnes que nous voulons impressionner, nous n'agissons pas comme lorsque nous sommes avec celles en qui nous avons une confiance totale. Ainsi, chaque fois que nous disons « je suis comme ça », en réalité, nous nous identifions seulement à l'un de nos nombreux moi. En nous vivent d'innombrables défauts psychologiques et tendances, certains qui paraissent bons, d'autres qui paraissent mauvais. Prenons, par exemple, le moi alcoolique. Même si nous ne buvons pas, peut-être à cause de notre éducation, de notre choix personnel, ou par convenance, ce défaut peut encore exister en nous. Dans ce cas, il se cache sous son opposé, le moi abstinent. Mais l'abstinence, quand elle n'est qu'une répression, n'est pas une vertu. Le moi abstinent critique souvent, rejette ou méprise même l'alcoolique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment compris ni dissous la tendance alcoolique en lui-même. Il l'a simplement refoulée dans l'inconscient. Ce n'est pas la sagesse, c'est simplement le pôle passif du même défaut. Et il en est ainsi pour tous nos défauts intérieurs. Chacun se meut dans la dualité, actif et passif, bon et mauvais. Tous, sans exception, gardent une partie de notre conscience emprisonnée. Le véritable changement commence seulement lorsque nous apprenons à identifier ces tendances, à les observer en action, à les comprendre profondément, et enfin à les éliminer de nous-mêmes. Alors seulement, nous pourrons libérer les fragments de conscience emprisonnés dans la luxure, la colère, la médisance, la paresse, la cupidité, l'envie, l'orgueil, et tous les autres. Quand ce processus sera complet, nous ne serons plus une multitude divisée de moi. Nous ne vivrons plus à travers les contradictions et les opposés. Nous serons simplement conscience. Et dans cet état, alors seulement, nous deviendrons véritablement un. Le travail intérieur commence par une observation de soi rigoureuse,
car l'observation de soi est la base même de la connaissance de soi. Sans nous observer, nous ne découvrirons jamais notre réalité intérieure, qui nous sommes réellement. Si nous n'apprenons pas à observer, nous resterons aveugles au fait que nous avons besoin d'une transformation profonde et radicale. C'est pourquoi le premier pas vers le changement radical est caché à ceux qui croient encore être un seul. La seule manière de reconnaître que nous ne sommes pas un, mais plusieurs, est à travers une observation de soi constante, honnête, directe, sans excuse ni échappatoire. Si nous nous observons sincèrement tout au long d'une seule journée, en regardant comment nous pensons, sentons et agissons, nous remarquerons rapidement à quel point nous changeons souvent. En peu de temps, notre humeur, notre comportement, et même notre manière de parler changent encore et encore. Notre corps, en vérité, n'est rien de plus qu'un véhicule. C'est une machine humaine utilisée par nos nombreux défauts psychologiques. Ces défauts vont et viennent, chacun prenant le contrôle pendant un certain temps. À présent, nous sommes comme des marionnettes, tirées par d'innombrables ficelles. À l'intérieur, nos défauts se battent entre eux, chacun cherchant à dominer la machine. Et parce que chaque moi ne cherche que son propre intérêt, le résultat est un chaos intérieur. La colère ne veut que blesser, maltraiter, voire détruire, même si cela coûte au corps physique. La luxure ne veut que satisfaire ses impulsions, s'adonner au plaisir, à l'adultère et au désir. L'avidité ne veut que thésauriser, posséder, puis gaspiller selon son caprice. La tristesse ne veut que souffrir, se plaindre et s'enfoncer dans le regret. Et il en est ainsi de chaque défaut, chacun ne cherche rien d'autre que la satisfaction de sa propre envie égoïque. Si nous ne devenons pas conscients de cette multiplicité intérieure, nous ne pourrons jamais changer. Le changement radical commence au moment où nous commençons à nous observer, réellement, continuellement, et à chaque instant. Lorsque nous sommes en état d'observation de soi, nous restons attentifs à ce qui se passe dans nos centres d'énergie en tout temps, surtout dans les 5 centres inférieurs, le centre moteur, le centre intellectuel, le centre émotionnel, le centre instinctif, et le centre sexuel. Ces centres sont tombés, déséquilibrés, et sont constamment utilisés par nos défauts psychologiques. C'est vital à comprendre, car si nous n'observons pas la manifestation d'un défaut, nous ne pouvons pas l'éliminer. Il est impossible de supprimer une erreur que nous ne reconnaissons même pas. C'est pourquoi la première étape est d'observer ce dont nous voulons nous libérer dans notre psyché. Par exemple, imaginez que vous faites défiler les réseaux sociaux et voyez soudain quelque chose de nature sexuelle. Si vous êtes attentif, vous pouvez observer comment votre centre sexuel s'active, car certains, moi, de la luxure essaient immédiatement de prendre le contrôle. À un autre moment, vous pouvez ressentir de l'anxiété dans le centre instinctif. En observant attentivement, vous pourriez découvrir que cette anxiété vient d'un défaut qui veut fumer, ou peut-être d'un « moi » d'infidélité qui vous pousse à trahir votre partenaire. D'autres fois, la même anxiété peut être causée par un « moi » de peur ou d'incertitude face à quelque chose du futur. Dans le centre émotionnel, nous pouvons découvrir de nombreuses expressions. Si nous sommes près d'une personne qui nous attire, nous pouvons remarquer l'activité de défauts sentimentaux et lubriques qui gaspillent notre énergie sans réflexion. D'autres fois, nous détectons des émotions de ressentiment, de tristesse ou d'amertume qui s'y manifestent. Dans le centre intellectuel, nous pouvons observer comment parfois le défaut du souci envahit l'esprit, le remplissant de pensées négatives et agitées. Dans le centre moteur, nous pouvons constater des défauts utilisant notre énergie par la parole, par exemple en insultant les autres, ou par le regard, quand nous regardons quelqu'un avec convoitise. Ce ne sont que quelques exemples simples de ce que nous pouvons découvrir en nous si nous pratiquons l'observation constante. Si nous voulons vraiment changer, nous devons être disposés, à chaque instant, à découvrir, observer et finalement éliminer les défauts qui surgissent en nous. Prenons un exemple très ordinaire, faire la queue longtemps à la banque. Si nous nous observons à ce moment-là, nous remarquerons de nombreux défauts apparaître, paresse, impatience, intolérance. Sur le plan émotionnel, nous ressentons un mécontentement immédiat à devoir attendre. Sur le plan mental, nous voyons des plaintes et des critiques inonder nos pensées. Instinctivement, nous remarquons l'anxiété et l'agitation monter. Dans le centre moteur, nous observons la paresse nous pousser à nous appuyer sur quelque chose, ou des tics nerveux comme secouer le pied ou se ronger les ongles. Même dans le centre sexuel, nous pouvons percevoir une tension subtile,
car beaucoup de ces mouvements nerveux répétitifs sont liés à la même énergie de la masturbation, où le corps cherche inconsciemment une petite libération de plaisir pour calmer l'anxiété. Dans cette seule situation simple, tant de défauts peuvent être observés. Et il en va de même pour chaque circonstance de la vie quotidienne. En pratiquant l'observation, nous découvrons aussi que chaque « moi » n'est pas simple, mais est composé de nombreux détails. Il faut se rappeler que le changement intérieur, radical, ne se produira jamais magiquement. Il exige que nous observions la manifestation de chaque détail d'un défaut, que nous le comprenions, et que nous l'éliminions avec l'aide de notre mère divine intérieure. Très souvent, nous essayons de créer un changement en modifiant nos circonstances extérieures, croyant qu'en le faisant, nous changerons intérieurement. Nous pensons qu'en changeant de partenaire, d'emploi, de pays, ou même de religion, nous nous transformerons. Mais la vérité, c'est que, peu importe où nous allons, nous emportons avec nous tous nos défauts psychologiques. Et comme ce sont ces défauts qui façonnent notre réalité, nous attirons inévitablement les mêmes situations, les mêmes types de personnes, et nous répétons les mêmes erreurs encore et encore. D'autres fois, nous cherchons le changement intérieur à travers des livres de développement personnel, des enseignements spirituels, des codes moraux ou des systèmes éthiques. Nous cherchons la transformation en suivant des maîtres spirituels, en assistant à des cours, ou même en écoutant des conférences comme celle-ci. Mais nous oublions qu'aucune de ces choses ne peut nous changer par elle-même. Le véritable travail n'est pas extérieur, il est intérieur. Celui qui croit qu'un code moral ou un système éthique superficiel peut produire un vrai changement se trompe tout simplement. Souvent, ce que nous voulons vraiment, c'est que quelqu'un nous dise quoi faire, afin que nous puissions suivre la règle, nous sentir bien, et éviter de faire face à notre propre obscurité intérieure. Mais tout cela ne fait que nous forcer à réprimer nos défauts pour nous conformer. Comme ces défauts restent vivants en nous, ils finissent par ressurgir, et nous retombons dans les mêmes erreurs. Le fait que ce travail commence par l'auto-observation devrait déjà être clair, il exige un effort profondément personnel. Personne ne peut faire ce travail à notre place. Personne ne peut nous sauver de nous-mêmes. Personne ne peut éliminer nos défauts psychologiques sauf nous. Ce n'est que lorsque nous passons à l'action, en pratiquant l'auto-observation et en appliquant la mort psychologique, que nous pouvons commencer à vérifier de véritables changements radicaux en nous-mêmes. Et ces changements intérieurs sont ceux qui transforment réellement notre vie. Un autre point à garder à l'esprit est le suivant. Il ne suffit pas simplement d'accepter l'idée que nous sommes plusieurs. Il est facile d'admettre que nous avons différentes manières d'être, ou de trouver logique quand quelqu'un dit que nous ne sommes pas un, mais plusieurs. Cependant, si nous nous arrêtons là, sans observer directement cette multiplicité intérieure, sans étudier nos défauts psychologiques pour les comprendre et les éliminer, alors nous n'obtenons rien. Nous ne faisons que nous tromper nous-mêmes. Aucun véritable changement n'est possible dans notre psyché sans l'observation directe des éléments subjectifs que nous portons en nous. C'est seulement grâce à une auto-observation disciplinée, honnête et continue, sans évasion ni justification, que nous pouvons vérifier par nous-mêmes que nous ne sommes pas un, mais plusieurs. Et lorsque nous commençons à nous observer à chaque instant, avec l'intention sincère de changer, et que nous travaillons à éliminer chaque expression de l'ego que nous découvrons dans nos centres, c'est seulement alors que nous commençons à créer une véritable transformation radicale à l'intérieur de nous. Une fois que nous commençons à nous observer de cette manière, nous faisons face à une distinction cruciale. Admettre la pluralité de l'ego et la vérifier réellement à travers une observation rigoureuse sont deux choses très différentes. Ce qui importe vraiment, c'est que nous décidions de commencer à nous observer sérieusement, afin de pouvoir confirmer par nous-mêmes ce que nous expliquons ici. Si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, nous perdrons l'opportunité de la transformation radicale que notre être réel nous offre en nous motivant à recevoir ces enseignements. Si, au contraire, nous acceptons que nous avons de nombreux défauts mais que nous repoussons le changement jusqu'à ce que nous soyons dans une meilleure disposition, une meilleure situation économique ou un meilleur état émotionnel, alors nous n'atteindrons jamais le changement radical. Éviter le travail d'observation intime, chercher constamment à fuir, est un signe clair de dégénérescence. Tant qu'une personne s'accroche à l'illusion d'être toujours la même, elle ne peut pas changer. Or, le but même de ce travail est de provoquer une transformation progressive de notre vie intérieure. Si tout ce que nous faisons avec cette information, c'est utiliser l'ego comme excuse à nos mauvaises actions, par exemple en disant « Oui,
j'agis ainsi, mais c'est parce que j'ai ce défaut très fort. Ou oui, je dois méditer sur ce défaut, mais sans jamais le faire réellement, cela montre simplement que nous sommes très attachés au défaut et que nous n'avons aucune intention réelle de changer. Nous nous trompons si nous croyons changer simplement en reconnaissant nos défauts. Si nous voulons vraiment changer, cela doit commencer ici et maintenant. Nous devons commencer à nous observer dès cet instant, en décidant que chaque détail de chaque défaut que nous découvrons s'exprimant à travers nos centres sera observé, jugé et éliminé. Nous devons cesser d'être complaisants envers nos défauts psychologiques, cesser d'être permissifs avec eux, et cesser de leur permettre de contrôler notre corps. Si ce dont nous parlons aujourd'hui reste seulement de la théorie, cela ne sert à rien. Cet enseignement ne nous sera utile que si nous l'appliquons et le vérifions par nous-mêmes. Ce qui importe vraiment, c'est de mettre en évidence, d'expérimenter et de comprendre. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons travailler consciemment pour provoquer une transformation radicale. Nous commençons à percevoir cette réalité lorsque, par l'auto-observation, nous découvrons la présence de défauts psychologiques précis. Par exemple, en nous observant, nous pouvons réaliser que la luxure est le défaut même qui nous empêche de conserver notre énergie sexuelle. L'expérience du changement commence lorsque nous nous consacrons à observer les nombreux détails qui composent ce défaut et à les éliminer un par un. Prenons la luxure, par exemple. Pour nous en libérer, nous devons éliminer les sensations instinctives qui nous poussent à gaspiller de l'énergie. Nous devons éliminer les émotions de plaisir ou de déplaisir qui nous font perdre de l'énergie, ainsi que la sensiblerie, les concepts mentaux et l'imagination mécanique qui inondent notre esprit d'images luxurieuses. Nous devons éliminer les désirs luxurieux, l'habitude de gaspiller l'énergie par la masturbation ou par une activité sexuelle ordinaire, l'anxiété, les actions compulsives, chaque détail qui fait partie de ce défaut. En observant et en éliminant ces détails, en demandant à notre Mère divine de les dissoudre, nous commençons à éprouver la libération. De là naît la compréhension, en l'occurrence la profonde connaissance de la valeur de notre énergie sexuelle et du pouvoir de la chasteté. À mesure que nous prenons davantage conscience de notre multiplicité intérieure, et que nous commençons à expérimenter la transformation qui découle de la compréhension et de l'élimination de nos façons d'être négatives, notre conscience s'éveille et le véritable savoir de soi commence. Cette expérience est ce que nous avons appelé, dans la conférence sur la méditation, le goût du travail. Chaque jour, chaque situation, nous donne l'occasion de travailler sur nous-mêmes et de nous améliorer. Comment savons-nous que nous avons vraiment compris l'un de nos défauts psychologiques? Lorsque celui-ci ne nous contrôle plus. Lorsque nous ne réagissons plus comme auparavant. Lorsqu'il ne nous trouble plus et ne nous fait plus souffrir. C'est alors que nous cessons d'être esclaves de ce défaut. Mieux encore, nous savons que nous l'avons compris lorsque, en voyant les autres sous l'influence du même défaut, nous ne les jugeons plus ni ne les critiquons, parce que nous avons déjà récupéré la sagesse, la lumière, la conscience que le défaut avait emprisonné. Ainsi, pas, à mesure que nous avançons dans ce travail intérieur, nous provoquons un véritable changement radical en nous-mêmes. Nous devons comprendre qu'affirmer est une chose, et comprendre en est une autre. N'importe qui peut parler longuement de la mort psychologique, de la libération ou de l'illumination sans jamais les avoir expérimentés. Sans le travail d'auto-observation et d'élimination des défauts, de tels mots restent vides, vains et ambigus. Il ne suffit pas d'écouter ces enseignements et d'affirmer qu'ils sont vrais. Ce dont nous avons besoin, c'est de compréhension. Savoir et comprendre sont deux choses très différentes. Le savoir appartient à l'intellect, tandis que la compréhension naît du cœur. La compréhension de nos défauts ne vient pas de l'intellect, mais du cœur. Le savoir repose sur des théories et des concepts. Par exemple, nous pouvons connaître les méthodes pour la mort psychologique, pour la naissance spirituelle, pour la méditation ou pour la projection astrale. Nous pouvons les étudier, lire des livres ou même en parler. Pourtant, toute cette connaissance est inutile si elle reste seulement dans le mental. La compréhension, elle, est différente. Elle naît de la pratique, de l'expérience directe et de la vérification. Lorsque nous appliquons l'enseignement et voyons le résultat, la sagesse s'éveille en nous, et la véritable compréhension vient au cœur. Tout changement réel doit passer par ce processus de compréhension. Si nous essayons de changer nos actions, nos habitudes ou nos coutumes sans comprendre les défauts psychologiques qui les provoquent, nous reviendrons inévitablement aux mêmes schémas anciens.
Ainsi, si nous voulons une transformation radicale, elle doit toujours se fonder sur la compréhension, sur l'observation directe et l'élimination des détails qui composent nos manières d'être négatives. Autrement, la frustration sera le seul résultat. Il existe certains défauts que nous devons prioriser et affronter dès le tout début de ce travail, car ils endommagent directement notre énergie sexuelle créatrice. Ces défauts renversent le pouvoir créateur de notre énergie, provoquant son expulsion. Ce faisant, ils ravivent les défauts psychologiques que nous avons déjà éliminés et en créent même de nouveaux. En tombant dans ces 3 défauts, tout progrès dans la mort psychologique est annulé, et il devient impossible d'atteindre la chasteté. Les 3 sont la fornication, la consommation d'alcool et l'usage de drogue. La fornication est la perte de l'énergie sexuelle par l'éjaculation et l'orgasme, que ce soit pendant les relations sexuelles avec un partenaire, par la masturbation ou par les émissions nocturnes. Chaque fois que nous perdons notre énergie sexuelle, les anciens défauts se ravivent et de nouveaux se forment, puisque la fornication est le canal même par lequel tous les défauts que nous portons en nous sont créés. C'est pourquoi, dès le début, nous devons être radicaux avec tout ce qui nous conduit à la fornication, la pornographie, la masturbation, l'adultère, etc. Nous devons également être radicaux avec les drogues et l'alcool. Des substances comme la cocaïne, l'héroïne, le crack, ainsi que les soi-disant drogues mystiques comme l'ayahuasca, le peyote, les champignons hallucinogènes, la marijuana, et aussi l'alcool, ravivent tous les défauts morts. Ils le font parce qu'ils altèrent fondamentalement l'énergie sexuelle, comme nous l'avons étudié dans la conférence 14. Si nous voulons vraiment éveiller notre conscience, nous devons être intransigeants avec ces 3 défauts dès le tout début. Lorsqu'une personne commence à s'observer attentivement, en réalisant qu'elle n'est pas une, mais multiple, elle commence un travail sérieux sur sa nature intérieure. Pour parvenir à un véritable changement en nous-mêmes, nous devons apprendre à être radicaux. Pour que le nouveau naisse, l'ancien doit mourir. Et voici la conférence d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile dans votre travail intérieur. Merci beaucoup à tous ceux qui participent à ces conférences. Je vous souhaite de la force dans votre travail intérieur et beaucoup de succès dans votre éveil. Je vous invite également à la prochaine conférence, où nous étudierons 2 lois très importantes, la loi des octaves et la loi de l'entropie. Nous verrons comment ces 2 lois fonctionnent, comment utiliser la loi des octaves musicales pour s'élever dans notre travail intérieur, et comment contrecarrer l'entropie afin d'éviter de descendre sur le chemin de l'autoréalisation. Merci encore une fois. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. À la prochaine!